Bonjour à toutes et à tous, c'est la première de Dans le vestiaire, le nouveau podcast à la Guingampaise. Nous vous accueillons dans le vestiaire des Guingampais avec quelqu'un qui a fait l'histoire d'en avant. Yvon Schmitt, une vie guingampaise, joueur, éducateur, entraîneur, recruteur et bien plus que cela. On va parler de tout ça durant cette heure et demie qui arrive. Bonjour Yvon. Bonjour Pierre. Première question, quand tu vois ce vestiaire, quand tu vois ce que le club est devenu, qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est quelque chose d'assez exceptionnel, cette évolution du club. Moi qui l'ai connu dans les années 70 et de voir en 2025 un vestiaire, je dirais luxueux, fonctionnel et qui est vraiment le symbole de Guingamp, avec ces maillots qui sont accrochés, mais surtout ces couleurs qui ressortent avec une pertinence. Puis bon, on voit vraiment un vestiaire. J'aurais aimé être coach dans un vestiaire similaire. Oui, c'était pas tout à fait le cas à l'époque. C'était le même endroit, c'était pas le même décor. C'est pas du tout le même décor, non. Alors, Yvon, on va revenir bien évidemment sur l'épopée 73 qui a débuté en 70. Cette histoire qui a fait l'en avant Guingamp. On va revenir aussi sur tes années en tant qu'adjoint de Smereki, de Bertrand Marchand. Peut-être aussi ce petit passage en tant qu'entraîneur, numéro 1, par intérim après Éric Momberts. Et puis les années de recruteur. Et moi, c'est une question que je voulais vraiment te poser pour commencer. On parle beaucoup de l'épopée 73 comme du point de départ, mais toi, quelle est ta vie guingampaise avant cette épopée Gambardella de 70 ? L'épopée guingampaise, elle démarre effectivement médiatiquement au niveau de 72-73, mais le départ d'en avant de Guingamp, avant d'arriver à 72-73, il y a 69-70, une équipe de jeunes joueurs guingampais. Le plus loin devait habiter à 2 km. Arrive et franchit la Coupe Gambardella pour arriver en quart de finale contre Saint-Étienne à Rennes, qui sera d'ailleurs le finaliste à 80% de l'effectif. C'est Stéphanois qui a joué contre nous, le finaliste de la fameuse Coupe d'Europe contre Liverpool à Glasgow. C'est le début d'en avant de Guingamp, qui va vite se projeter sur 72-73, où là, il y a plus de 50-60% de l'effectif de la Gambardella qui joue en 72-73 avec quelques anciens du club, mais des anciens avec 2-3 ans de plus que nous. Et là, le départ de la Coupe Gambardella amène sur la Coupe de France, où on fait un parcours assez exceptionnel pour une équipe de 6e niveau national, quoi. Et justement, avant cette Coupe Gambardella, toi, comment tu entres au club ? Quand ? À quel âge ? Et quel est le club avant justement toute cette génération-là ? Alors avant cette génération-là, même avant et même la période de Coupe Gambardella, 69-70, le club était un club, je dirais, un club simple, sain. Les jeunes jouaient au foot parce qu'ils jouaient au foot au lycée ou dans la proximité guingampaise. Et il n'y avait pas de contraintes ni rien du tout. Un entraînement, 2 entraînements, mais beaucoup de foot dans la cour d'école. Mais c'était un club qui était géré par des instituteurs à l'époque et qui s'en occupaient plutôt bien et qui ont fait que nous avons pu pratiquer le football, mais d'une manière plutôt scolaire. Voilà. Toi, donc, tu fais partie de cette épopée, tu en as parlé, 70, la Gambardella contre le futur grand Saint-Étienne. Et donc, l'épopée 73, on y arrive très vite. Ce qui est fascinant dans cette épopée, c'est qu'on parle effectivement des 4 clubs de D2 à l'époque éliminés. Mais avant, tout le parcours, ce sont des exploits, parce que vous n'éliminez que des équipes hiérarchiquement supérieures à vous sur ce parcours-là. Il y a une seule équipe qui était inférieure à nous au niveau région, c'était le Stade Charles-de-Blois qui a été notre premier adversaire et qui était d'ailleurs le club concurrent d'en avant de Guingamp. Par la suite, nous avons joué contre Louannec et Lamballe, qui étaient 2 équipes hiérarchiquement supérieures, avant d'arriver sur les 4 équipes de Ligue 2. Pour garder l'ordre, on va dire Laval, Brest, Le Mans et Lorient. On va y revenir sur ces matchs-là, mais juste avant, quel est le profil de cette équipe ? Parce qu'on a regardé les archives, notamment ce superbe livre de Jean-Yves Persson, un ancien joueur de l'époque, qui a compilé
tous les articles de l'époque et on voit donc votre équipe, votre épopée et surtout ce qui est marquant, c'est que vous travaillez tous autour, vous êtes étudiants, vous êtes agent immobilier, professeur d'anglais et toi tu es en école de notariat à Rennes. Ouais. Est-ce que tu te souviens comment était ta vie en dehors du foot à ce moment-là? La vie d'un jeune lycéen qui était devenu étudiant à Rennes. J'avais une vie tout à fait normale qui était essentiellement basée sur la scolarité, comme beaucoup de mes partenaires. Certains étaient déjà profs ou travaillaient en banque ou étaient scolaires encore. Et puis, on avait un entraînement ou 2 entraînements par semaine, surtout le vendredi soir, parce que tous ceux qui étaient absents, on pouvait faire entraînement le vendredi soir et on avait entraînement dans une salle municipale. Et alors qu'on jouait le dimanche, mais le vendredi soir, il fallait nous arrêter de jouer parce qu'on se retrouvait, on avait vraiment envie de continuer à jouer des heures et des heures. Bon, ça durait pas des heures et des heures, mais on jouait très très longtemps le vendredi soir. C'était une vie comme peu de clubs amateurs ont actuellement, parce que les clubs amateurs s'entraînaient beaucoup plus que nous, sans aucun doute, ou surtout en équipe beaucoup plus que nous. Et les professionnels sans doute encore plus parce qu'on arrive au 17 décembre 1972. C'est votre premier match contre un club de 2e division, c'est Laval. Et en plus, vous le jouez à l'extérieur. Oui. Ce match-là, je me souviens à l'époque de Radio Bonheur, on avait interviewé Sylvestre Salvi, l'entraîneur-joueur de l'époque, et Michel André, le buteur. Et il se souvenait ressentir un peu de supériorité de la part des Lavallois. Je me demande même si vous n'étiez pas resté bloqué à l'entrée. S'il y avait une histoire comme ça. En tout cas, voilà, c'était le très petit Guingamp qui arrivait à Laval ce jour-là. Alors l'histoire dont tu parles, Pierre, est assez le symbole. On n'est pas très bien accueillis à l'entrée du stade. C'est absolument vrai. On était en voiture particulière. Mais je trouve qu'on était encore plus mal accueillis, et ça m'avait marqué, par les joueurs du Stade Lavallois qui nous attendaient assis sur des marches. Et c'était 1h30, 2 heures avant le match, alors que nous avions pris notre disposition. On avait mangé au restaurant, pas forcément un repas sportif d'ailleurs. Mais ils avaient eu beaucoup de mépris et de dédain nous concernant. Et ce qui devait arriver arriva, et le premier exploit a lieu à Laval, devant moins de 1000 spectateurs. Et ce qui était assez paradoxal, c'est que cette équipe de Laval nous avait sûrement pris de haut, du fait que l'équipe B de Laval, 15 jours avant, nous avait battus en championnat. Ouais. Et donc, ils s'estimaient qu'ils n'avaient pas besoin d'être très performants et surtout très concernés. Mais malheureusement, ils ont été éliminés pour eux. C'est ça qui est fou, vous jouiez contre l'équipe réserve qui était devant vous, d'ailleurs je crois en championnat. Absolument. Au moment de la saison, et vous battez l'équipe A en coupe, et tu vois ce titre, ce jour-là, Schmitt pleura de joie parce que c'est toi, j'ai lu un maître shoot d'Yvon Schmitt, buteur sur coup franc, le but de la victoire de ce match-là. Ouais, c'est sur un coup franc, j'avais l'habitude de frapper les coups francs, et ce jour-là... j'ai eu la chance, la réussite de mettre un coup franc qui a fait que nous avons gagné 2-1, alors qu'on a égalisé avec Hervé Lecause en première mi-temps. Et très rapidement, on met ce deuxième but sur un coup franc, qui a été le seul coup franc d'ailleurs que j'ai mis dans la période de coupe. Voilà. C'est ça, mais il a servi à quelque chose. C'est au bon moment. C'était ta spécialité, ça. Comment tu avais découvert cette force de frappe pour un défenseur, rappelons-le. C'était pas forcément commun de voir, et aujourd'hui encore moins, de voir les défenseurs tirer les coups francs. Oui, mais je pense que l'utilisation de la force n'était pas ma spécialité. Je pense que j'utilisais plutôt la technique. Et j'utilisais une frappe assez puissante, c'est vrai, mais de l'intérieur du pied. Et j'avais mis ce but-là. J'en ai mis quelques-uns après, de la même sorte. J'avais la responsabilité des coups de pied arrêtés directs. Et à l'époque, il fallait shooter les 6 mètres, je les shootais aussi. Voilà. Mais ce coup franc-là, c'était quelque chose qui était très particulier et qui a fait basculer la rencontre positivement pour l'équipe. Est-ce qu'à ce moment-là, on pense déjà à une épopée? Ou qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on se dit, bon voilà, c'est le coup d'une fois, on est qualifié, c'est super. À quel moment vous êtes rendu compte que votre aventure devenait épopée?
Je pense que c'est la succession des matchs qui a fait qu'on a pensé épopée. Parce qu'après Laval, finalement, au mois de décembre, à l'extérieur, on n'intéressait vraiment pas grand monde. Le seul journal qui nous avait suivis, c'était le Télégramme, avec un ami, Michel Moreau, qui avait accepté de venir couvrir le match, parce que personne ne voulait venir à Guingamp, à Laval. Ouais. Bon, finalement, ça a été le début d'une série, mais l'épopée, vraiment, elle commence après Le Mans, où on a une chance assez extraordinaire de battre Le Mans à Saint-Brieuc. Et là, l'épopée, elle est vraiment marquée, parce qu'avant, on a battu le Stade Brestois, le plus logiquement du monde aussi, à Roudouroux, dans un autre stade que celui que l'on découvre aujourd'hui. Et puis l'épopée, je pense que c'est surtout entre Brest et puis Le Mans, avec véritablement la victoire contre Le Mans, qu'on se dit il y a une épopée. La presse régionale est beaucoup plus présente, la presse nationale, n'en parlons pas, oui. Elle commence à s'intéresser il se passe quelque chose à Guingamp. Quoi. C'est ce qu'on a remarqué, parce que plus le livre avance, c'est vrai qu'au départ, c'est le Télégramme, c'est Ouest France. C'est le Télégramme, sans faire de pub, c'est le Télégramme. C'est le Télégramme, on va le faire, une pub, d'autant qu'il y a quelqu'un dans l'équipe de la Guingampaise qui travaille pour le Télégramme, et on le salue. Plus l'épopée avance, plus il y a de médias. On a le miroir du football ici, avec un certain Yvon Schmitt en une. Alors on parlera de cette photo un petit peu plus tard, mais c'est vrai que ensuite, on a l'équipe et même Le Monde. On le voit dans le livre, il y a un article du Monde sur ce petit Guingamp. Nous, c'est ce qu'on nous disait à l'époque. Vous étiez les Beatles, les Rolling Stones. Il y a quelques-uns à l'intérieur d'équipe. Voilà, notamment un prof d'anglais qui était très anglais, et il connaissait bien la musique anglaise. Mais non, c'est la presse nationale qui a déclenché un phénomène d'abord journalistique, mais en plus la télé, quoi. FR3 venait régulièrement, après Antenne 2, TF1, suite à ces résultats qui étaient... Bon, c'est quelque chose qui n'était pas prévu ni programmé, et qui aujourd'hui n'existerait plus. C'était un véritable exploit qu'on était en train de réaliser. Et là, la presse s'en est saisie avec tous les journaux, l'Humanité, Le Monde, sans les citer. Il se passe quelque chose à Guingamp. Quoi ? On a envie de voir et de savoir. Le petit poussé, ça c'est un terme qu'on emploie moi je dirais facilement. Ouais. Mais on n'était plus un petit poussé, puisqu'on était une équipe que les autres équipes n'avaient plus envie de jouer, quoi. Oui, on l'avait bien senti au fur et à mesure des tirages. Histoire incroyable, surtout quand on se propulse en 2025, c'est ce premier match que vous jouez en tant que club local, club hôte, au stade de Roudouroux. Parce qu'à l'époque, en championnat, vous jouiez à Yves-Jaguin, mais le premier match d'en avant comme club hôte ici, c'est contre le Stade Brestois, dans ce grand stade finalement, avec la piste d'athlétisme, et on le voit sur cette photo, ça ne ressemble plus du tout à ce qu'on connaît aujourd'hui, avec toutes ces tribunes, ces sièges multicolores. C'était un événement pour vous de jouer au stade municipal de Roudouroux ? D'abord, c'est très important qu'on ait pu jouer à Roudouroux, parce que le terrain Yves-Jaguin n'était pas homologué. Il ne nous aurait pas permis de jouer contre le Stade Brestois à Yves-Jaguin. L'homologation du stade du Roudouroux dans le contexte qui était ce stade en 73 c'était, nous a permis, suite à un accord de la Fédé, mais sinon on aurait été obligé de se déplacer à Brest, quoi. Alors après, évidemment que ça a été quelque chose d'assez exceptionnel, parce que ce jour-là, je crois qu'il y a entre 5 000 et 6 000 personnes au stade, à venir voir Guingamp qui vient de battre Laval. Mais bon, Brest, normalement, ça devait être quelque chose... Bon, la fin de l'histoire allait être là. Ça n'a pas du tout été le cas. Et donc, Roudouroux a eu ses premiers soubresauts il y a quelques années. Voilà, en 72-73, on a fait vibrer Roudouroux et les alentours aussi. Parce qu'il y avait beaucoup de monde au balcon, regardez sur les fenêtres. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Comme à l'époque, oui, certains s'en sont donnés à cœur joie, ce n'est plus du tout possible maintenant. Et donc, pour l'histoire, effectivement, Brest qui, plus tard, donc, aura joué la Coupe d'Europe ici à Guingamp. Et c'est vrai que le match, tu en parlais, la presse titrait le jour de gloire des Guingampais après le Guingamp-Brest, mais on n'avait presque rien vu finalement dans cette épopée. Le match qui fait basculer votre génération, c'est le 28 janvier 1973, Guingamp-Le Mans à Saint-Brieuc. C'est d'abord aussi le scénario qui rend ce match peut-être plus mythique que les autres.
Alors franchement, s'il y a un match que l'on doit perdre avec un score très 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 sévère pour nous, c'est Le Mans. Parce que c'est vrai qu'on gagne 4-2, on est mené 2-0. À la mi-temps, ils doivent mener 3, 4, 5-0. Notre gardien, c'était Bernard Rey, fait des arrêts exceptionnels. Vraiment, on souffrait. Et juste avant la mi-temps, on met un but, 2-1. Et à ce moment-là, imaginez ce qui allait se passer en deuxième mi-temps, c'est de l'incroyable, c'est surréaliste, c'est impensable. On gagne, on met 3 buts au deuxième mi-temps, ils n'ont plus une occasion, ils sont submergés, ils sont même en panique. Et puis finalement, on remporte ce match 4-2 avec 3 buts de Michel, qui était dans un jour, je crois que s'il y avait eu une demi-heure de plus, il aurait mis 2 ou 3 autres buts de plus. Et puis ce jour-là, on a fait de la peine à quelqu'un avec qui j'ai travaillé pendant 7 ans. C'est Francis Mérecky, qui m'en a reparlé une seule fois de ce match. J'ai travaillé 7 ans avec lui, et il m'en a parlé une fois, il m'a dit, on en parle une fois, on n'en parlera jamais plus. La cicatrice était trop profonde. Ah ouais, c'était quelque chose qu'ils ont très très vite. J'étais pro, toutes les équipes qu'on rencontrait à l'époque étaient pro. Et comme il dit, bon, à 2-0, ils ont été négligents, ils ont été un petit peu sûrement, nous ont pris de haut. Tu connais cette histoire, je me souviens l'avoir lue, d'un dirigeant du Mans qui passe un coup de téléphone depuis le stade de Saint-Brieuc en prévenant le club du Mans en disant c'est bon, on est au tour suivant, réservez l'agenda. Ouais, c'était. L'histoire m'avait été racontée après parce que je pense que c'est Sylvestre qui avait dû entendre ce message-là qui venait du Mans même. Mais oui, ils étaient convaincus. Mais ils avaient raison d'être convaincus, mais seulement ils ne pensaient jamais qu'on allait mettre un but. Je crois que ce match-là, on doit être éliminé, et sévèrement en prenant une belle fessée, mais on aurait quand même fait un beau parcours. Seulement, ça ne s'est pas passé comme ça. On a gagné 4-2 dans un stade à 10 000 personnes. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, et c'est pas fini pour cette épopée guingampèse. Un petit mot juste sur Michel André, qui est votre buteur de cette épopée, qui marque un triplé sur ce match-là. Est-ce qu'on pouvait parler de star dans cette équipe, ou beaucoup d'autres aussi prenaient la lumière? Non, je pense que Michel, c'était un buteur. Il a eu une période où il mettait énormément de buts, il a continué d'en mettre. Il en mettait en jeune, j'ai joué avec lui quand on jouait en cadet, en avant de Guingamp. Il mettait des buts, et il n'y a pas de mystère. Quand un attaquant met des buts à 15, 16, 17 ans, il met des buts, quelles que soient les catégories qu'on lui propose. Mais Michel n'était pas la star. Il avait une allure de mec assez conquérant. On le voit avec sa petite barbe. Mais au niveau du collectif, il était aussi très important, notamment sur tout ce qui était les aspects défensifs, parce qu'il était bon de la tête. Mais il avait une adresse devant le but. Et aujourd'hui, jouer Guingamp de 72-73 serait simple si on les observait, quoi. Oui. Moi, je vais en observation de 72-73, je me dis, il faut empêcher Yvan Le Quéré de déborder et de centrer sur Michel André. Et c'était ce qui se passait. C'est pas synthétisé ce que je veux dire, mais on avait donc Michel en pointe et Yvan à droite, qui étaient avec une complicité assez exceptionnelle, mais qui étaient des joueurs. Yvan, un ailier droit, percutant, dribbleur, fin joueur, intelligent, et il centrait sur Michel, qui était toujours à la réception. Tous les buts, d'ailleurs, tous les buts qu'on a dû mettre viennent du côté droit. C'était simple. Et les petits coups francs d'Yvan Schmitt aussi, ça, notamment anecdotique. On va maintenant à Brest, puisque donc le 18 février 73, votre épopée de rockstar continue. 16e de finale, vous avez déjà éliminé 3 clubs de D2, en voici un 4e, le FC Lorient à l'Armoricaine. C'est comme ça que le stade de Brest s'appelait à l'époque. Et donc, on a cette une. Guingamp, une leçon pour les grands. On en a déjà évoqué tout à l'heure, avec un certain Yvan Schmitt, pleine page, la grande star, en une du miroir du football. À quoi tu penses quand tu vois cette image ? C'est sûrement un des matchs les plus forts en émotion, quoi.
contre une équipe de Lorient qui était pro également, qui était prévenue. Hein. Donc on ne peut pas dire qu'ils n'étaient pas prévenus, puisque je sais que Jean-Vincent s'était posé les bonnes questions. Il avait posé les bonnes questions à Michel Le Milinaire et puis à René Dereuth qui s'occupait. Ce que je pense, c'est que ce match-là, on a vécu un moment inoubliable au niveau de 72-73. Parce que battre Lorient sur un terrain neutre, alors qu'on aurait très bien pu... heureusement que Brest nous a prêté son terrain, hein, puisqu'on ne pouvait pas jouer à Rodourou. Le terrain n'était pas homologué par rapport au 16e de finale. Donc il a fallu jouer Lorient à Brest, dans un contexte... la photo est assez significative. Oui, il y a du monde assis derrière les buts, il y a des gens agrippés aux pylônes des projecteurs. On a eu le record, Pierre, de 72-73. Sur ce match-là, on a eu le record de spectateurs à l'Armoricaine. Je ne sais pas s'il a été battu après. C'est même par le Stade Brestois. Oui, il y a eu 18 000. Et là, c'était un match, c'est un match épique, quoi. Bon, on est parti de Guingamp en voiture, c'est une histoire folle, quoi. On part en voiture, et c'est l'ancienne RN12, quoi. Mais on s'est posé la question si on allait arriver au stade, quoi. Parce on est allé manger à Brest dans un resto sur les quais, sur le port là, au Vauban, je me rappellerai toute ma vie. Mais après, il fallait arriver au stade. Et il y avait un match de Gambardella en levée de rideau, mais on a eu toutes les peines du monde. Il a fallu que les gendarmes nous disent aux gens, mais c'est les joueurs, laissez-les rentrer, quoi. C'est un truc incroyable, quoi. Voilà. C'est un peu France 98 en avance, quoi. Ouais, exactement. C'est un moment exceptionnel, franchement, et mémorable parce que on a gagné 2-1. Je pense que c'était le score peut-être. Bon, on a eu un peu de chance, voilà. Oui, c'est ce qui ressort des articles. Mais bon, il en faut bien. On a gagné. Il en faut bien un peu. La chance, elle ne sourit qu'à ceux qui la provoquent. Exactement. Michel André et Yvan Lequéré pour les buts. Et on arrête, Bernard arrête un pénalty aussi. Oui. Il y a toujours eu une discussion là-dessus. Est-ce qu'il l'avait touché ou pas? Bernard nous disait qu'il avait touché, donc on croyait. Bon, on va le dire. On va pas réécrire l'histoire aujourd'hui. Sûrement pas. Non, dans ce podcast. Le 8e de finale arrive. Moi, ce qui me fascine à chaque fois, c'est encore quelque chose que Sylvestre Salvi et Michel André nous avaient raconté. C'est donc le 8e de finale à Rennes contre Rouen. Est-ce que tu te souviens? Je pense que oui, parce que toi, tu as été un peu face aux caméras à ce moment-là, de ce que vous faites le matin de ce match. Oui, parce qu'il y avait des élections. Et il fallait qu'on aille voter. Il fallait. C'était notre devoir. Mais seulement, si on était parti au même moment, ça aurait été impossible, quoi. On pouvait pas. Il a fallu ouvrir les bureaux de vote plus tôt, de mémoire. Et après, on a pris la route, mais on a failli pas arriver au stade, quoi. Je pense que les supporters étaient avant nous dans le stade, pareil. Ouais. Et toi, tu es devant les caméras de télé. Il y a France 3 Bretagne, comme un maire élu ou un président en campagne. Tu mets ton bulletin dans l'urne face aux caméras. C'est ça, ouais. J'avais bien voté en plus, donc je tenais absolument à le faire. Et comme tous les joueurs d'ailleurs, parce qu'à l'époque, on votait quasiment tous à Guingamp, et c'était à l'ancienne salle municipale, en face du jardin public. Voilà, ouais, devant les caméras qui étaient venues de bonne heure. Hein. Il fallait que le bureau de vote avait été ouvert à 7h du matin, et il avait fallu avoir des mesures assez exceptionnelles au niveau de l'État français. Mais c'était aussi quelque chose qui était exceptionnel, puisqu'on jouait un 8e de finale à Rennes. Et alors, la particularité de l'époque, c'est que les 8e de finale se jouaient en match aller-retour. Match aller, donc vous recevez à Rennes. Bon, défaite 5-0, on va pas trop revenir sur le match, juste un événement qui te concerne, hélas, mais on a parlé du record de spectateurs à Brest, Guingamp, à ce moment-là aussi, bat le record d'affluence à Rennes. On peut être un peu fier quand même de ça. Ouais, forcément, on est très fiers, mais battre de record de spectateurs à Brest, il ne faut pas l'oublier, et battre de record de spectateurs à Rennes, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est une équipe de DSR, et moi je suis retourné après, en tant que joueur, comme beaucoup de mes collègues de 72-73, j'ai jamais vu autant de monde que pour Guingamp, Rouen en Coupe de France, quoi. Et alors qu'on allait jouer contre eux en Ligue 2, quoi, quelques années après.
Ouais, 27 000 spectateurs pour ce match, perdu 7 5-0. fois de manière large, avec un événement, hélas, dans cette rencontre, c'est ta sortie sur blessure. Ouais, je sors sur blessure. J'ai une rupture du croisé, en fait, qui a été décelée bien tardivement, parce que j'ai repris après avec l'équipe à la reprise du mois d'août suivant. Et ouais, j'avais une grave blessure. Bon, ça n'aurait pas changé grand-chose, on était déjà mené 3-0. Alors, c'est jamais 3 coups francs. Ça va vite. Il aurait fallu approcher de la surface pour avoir 3 coups francs. Ouais, là, on n'approchait plus beaucoup. Vous perdez le match retour 3-0. Tu es en civil d'ailleurs sur ce match-là. On te voit sur la photo d'équipe. Et moi, il y a une dernière phrase qui résume, je trouve, autant le parcours de 73 que tout ce qui a suivi après. C'est votre président de l'époque, c'est sa première saison au club, il a 31 ans, c'est Noël Le Graët, et après le match contre Lorient, il déclare, 2 points ouvrez les guillemets, jamais nous ne pourrons faire mieux. C'est absolument vrai. Je lui l'ai rappelé d'ailleurs depuis plusieurs fois même. Il s'est un petit peu trompé. Ah ouais, mais enfin, il était jeune président. C'est vrai. Il démarrait avec une équipe, avec une force collective insoupçonnée. C'était sa première année de présidence, donc on n'allait pas lui en vouloir pour ça. Mais après, il a été suffisamment fort parce qu'on a tous été sollicités, tous. Il n'y en a aucun de parti. Oui. Aujourd'hui, ça n'existerait pas. Tu as un club de N2 ou de N3 qui fait un parcours exceptionnel en coupe. Tous les mecs sont sollicités, beaucoup partent. Nous, on a été tous sollicités et on est tous restés fidèles en avant de Guingamp. Et justement, pourquoi vous êtes restés fidèles? Qu'est-ce qui vous a fait rester dans ce club? C'est l'aventure humaine, c'est le président, c'est le contexte, c'est le fait que vous étiez d'ici? C'est un ensemble de choses qu'il ne faut pas négliger. Il y a eu 69, 70, c'est revenir sur le passé. La Coupe Gambardella, on est tous restés. On avait envie de faire un truc ensemble, un truc en commun. On l'a réalisé en 72-73 avec des joueurs qui étaient un tout petit peu plus âgés que nous, mais qui appartenaient déjà au club et qui avaient une histoire avec ce club. Le président a été l'homme de la situation. Il a su fédérer autour de cette équipe, de ce groupe. Il y avait une histoire humaine entre nous. On était quand même que des Guingampais, donc c'était relativement facile. On se retrouvait souvent, fréquemment, sans avoir beaucoup ni d'entraînement, ni d'autre chose. Puis il y avait quelque chose en commun, c'est qu'on était passionnés de foot. On aimait le foot et on aimait le jeu. Et le président a su nous retenir d'une manière très simple, uniquement basée sur l'affaire humaine. Et il a senti qu'il y avait quelque chose à faire avec ce groupe et il ne s'est pas trompé. Quel président était Noël Le Graët au départ, en 73, et comment tu l'as vu évoluer au fil des années et de la progression du club, de niveau en niveau? Quand il est arrivé, c'était un club à structure amateur. Il est toujours resté d'ailleurs, bien longtemps, même du temps de la présence de Noël Le Graët, mais c'était géré par un collectif d'instituteurs. Et quand il est arrivé, il a apporté d'une manière régulière sa pierre à l'édifice, jeune président, avec des intentions de développer le club tant sportivement que financièrement et qu'humainement. Alors, il était jeune président, il démarrait dans la présidence et il avait affaire à des mecs qui venaient de faire quelque chose d'assez exceptionnel et qui étaient des Guingampais. Donc il a su jouer sur la fibre guingampaise et lui qui était Guingampais, il l'a utilisé d'une manière très, très positive. Mais c'était un président très prévenant, bienveillant, avec beaucoup d'intention. Et d'attention, aucun joueur n'a jamais été au chômage chez nous. Donc ça, il ne faut pas avoir peur de le dire. Quand quelqu'un cherchait un travail ou qui avait besoin d'avoir une aide pour trouver quelque chose, il était là. À chaque fois qu'il y a eu besoin d'améliorer le côté sportif et le quotidien des joueurs, il était présent. Comme il a toujours été, notamment avec nous jusqu'à la réussite de ce club après. Il avait une ambition sportive, sans savoir où on allait aller. Il ne vous a jamais dit, l'objectif c'est à 4 ans la D2? Non, jamais.
On n'était pas prévu. Il n'y avait aucune programmation pour ça. La seule chose qu'il faisait d'une manière assez régulière, c'était entretenir ce collectif, l'améliorer et faire en sorte qu'on soit dans des conditions optimales pour bien jouer au foot, bien gérer notre temps de travail et nos vacances. Il faut quand même savoir qu'à partir de ce moment-là, on allait en vacances au mois de juin tous ensemble, quoi. Et vous ne vous quittiez jamais? Et c'est la subtilité de Noël Le Graët, c'était de faire le stage au mois de juin. La récompense était au mois de juin. Ouais. Fin juin. Donc c'était la préparation de saison suivante, quoi. Donc la récompense venait à l'année suivante, on allait en stage, on s'entraînait tous les jours, hein. On rigolait bien aussi. Donc, vous êtes parti où? Club Méditerranée, parti en Grèce, parti à Villars-sur-Olon, en Suisse, des choses inoubliables et on se lassait pas d'être ensemble, quoi. Et ça a duré pendant des années, quoi. Mais la préparation de saison se faisait sur la récompense. Et donc, plus cette équipe allait haut dans la hiérarchie, meilleure la destination était. La destination Par exemple, du est-ce club. que là, au début, peut-être que vous partiez en France, est-ce que, au fur et à mesure, vous partiez de plus en plus loin, dans des endroits de plus en plus paradisiaques? Non, il y avait toujours. C'était Club Méditerranée, en Grèce. Après, ça a été la Roumanie, ça a été la Suisse, ça a été la Tunisie. Non, c'était pas des choses. C'est des choses qui plaisaient à tout le monde, hein. Mais on partait pas qu'à 20, hein. Tout le monde pouvait venir avec son épouse. Et celui qui pouvait pas venir ici, il n'était pas marié, il pouvait venir avec sa mère ou son père, hein. Il y avait toujours deux places pour le joueur et quelqu'un qui accompagnait. Et plus des dirigeants nous accompagnaient. Mais il n'y avait pas de destination exotique. Il ne faut pas oublier quelque chose que je viens de te dire, Pierre, c'est que quand on partait, c'était aussi parce on allait s'entraîner, quoi. Ouais. C'était pas 15 jours pour prendre, allonger sur les transats et tout. Il y avait un petit entraînement tous les jours ou deux même. Voilà. Et donc on sent que ça c'est la force de votre équipe. Vous êtes restés ensemble très longtemps jusqu'à arriver donc en 2e division 4 ans plus tard. Est-ce qu'il y a un moment où il y a eu un plafond de verre vous avez dit ah bah tiens la progression elle s'est arrêtée là parce que c'est inarrêtable finalement ce chemin dans les années 70. C'est assez. Ce que tu dis est assez cocasse parce que chaque fois qu'on est monté d'une division, des gens autour du club ou des journalistes disaient bon, ces joueurs-là vont pas pouvoir jouer dans la catégorie supérieure. Ah, ces journalistes. Mais les journalistes le disaient d'une manière, mais c'était normal qu'ils disaient mais attends, tu passes de DSR en DH, tu vas pas jouer. En DH, il y en a qui vont être justes là. DH en D3, oh, les mecs vont être justes. D3 en D2, oh, ça va être juste. Et en fait, il n'y a jamais eu, mais c'était normal. On pensait que ce plafond de verre, comme tu le dis, c'était, bon, on va dire DH, D3. Mais en fait, non, on est arrivé en D2. On aurait pu monter en D1 3 ans après, hein. On a fini 3e, hein. Qu'est-ce qui a manqué pour... Il a manqué un point, quoi. Et on aurait devancé le Stade Rennais. Par rapport à cette période-là, c'était une équipe construite à 50, 60, 70%, quoi, de cette issue qui aurait pu être possible, mais ça n'a pas été le cas, mais ça a été après. Donc, mais il n'y avait pas de plafond de verre, il y avait... c'était un groupe qui vivait bien ensemble, mais c'était dur pour les mecs qui venaient nous renforcer, ou qui pensaient nous renforcer, c'était beaucoup plus dur. Parce qu'ils arrivaient dans un groupe déjà établi. Ouais, c'est absolument vrai. Personne n'ose des fois le dire, mais on ne devait pas être toujours facile, parce qu'on était vraiment dans notre Des bons Bretons, des bons Guingampais. Ouais, les bons Guingampais. Tu viens d'où, machin, ouais, donc, je crois que c'était pas toujours facile de s'intégrer avec nous. Il faut le reconnaître. Mais les bons joueurs s'intégraient tout le temps. Ouais, y a et les bons mecs. Ça va. Comment se termine ta carrière de joueur ? Ouais, se termine par une opération du genou en 81. Et j'arrête de jouer et puis je suis donc opéré du genou et puis je peux plus rejouer. Et là, je bascule sur un autre monde, quoi. J'ai fini à Guingamp en 80-81. Je suis allé 6 mois après à Saint-Brieuc. Et je suis revenu, j'ai arrêté de jouer très rapidement, à 30 ans, quoi, 31 ans. Et comment tu voyais ta reconversion ? Est-ce que c'était évident que ça allait être dans le football ? Ou tu avais d'autres horizons, d'autres ambitions ? Je ne pouvais pas faire autre chose que d'aller dans le football.
Au quotidien, mon papa était venu à Guingamp pour le foot. Il vivait du foot à Guingamp parce qu'il était venu pour travailler dans une entreprise qui, à l'époque, s'occupait et gérait football guingampais, mais aussi l'entreprise. Puis ma mère, elle vivait dans le monde sportif puisqu'elle était basketteuse. Donc j'entendais beaucoup et très souvent parler de sport à la maison. Et je suis devenu éducateur d'une manière assez rapide, en prenant une équipe de jeunes joueurs à Guingamp très vite. Mais je ne pensais pas faire autre chose que de m'occuper ou de pouvoir expliquer ou donner, ou surtout tout ce que j'avais pu emmagasiner, parce que j'avais quand même dans les 10 dernières années, là j'avais des choses que je dis, il faut que je donne ça à des jeunes, quoi. Et petit à petit, tu t'es rapproché de l'équipe première jusqu'à devenir en 1993 entraîneur numéro 1 de l'En Avant Guingamp par intérim. C'est un moment un petit peu délicat de l'histoire d'En Avant. Alain de Martigny donc est démis de ses fonctions. Ils ont été démis de leurs fonctions au mois de janvier 93. Et c'est la fameuse saison des refontes des championnats qui débouche sur une relégation en national. C'est la première relégation depuis toute cette ascension de votre génération en tant que joueur. Ce que je voudrais dire en préambule quand même, c'est avant d'arriver à cette étape qui m'a marqué forcément d'entraîneur de l'équipe première d'En Avant de Guingamp, c'est pas n'importe quoi, en Ligue 2, c'est que j'ai passé quelques années éducateur avec des jeunes. J'ai fait à l'époque, ça s'appelait des cadets régionaux. J'ai fait 2 ans, j'ai fait 7 ans les cadets régionaux. Et après, je suis devenu l'équipe B de Guingamp, quoi. En fait, j'ai eu un cursus de formation d'éducateur entre différentes catégories de jeunes joueurs avant d'arriver en 93 pour prendre l'équipe pro. C'est une période qui m'a marqué, effectivement, Pierre. Qui t'a forgé, qui t'a fait découvrir aussi un petit peu le métier ? M'a fait découvrir le métier, un autre côté du métier d'entraîneur que je n'avais pas eu jusque-là à vivre. Et surtout que ça s'est fait un petit peu dans la précipitation. J'étais en stage pour passer mon diplôme à Clairefontaine. À l'époque, les formations duraient 2 semaines et demie plus d'examen. Et on m'a appelé 2-3 fois. Il fallait que je quitte ma formation parce qu'ils avaient pris une décision de remplacer Alain de Martigny et Jean-Pierre Anderchen un petit peu dans l'urgence. Et de ce fait, il fallait quelqu'un ils avaient pensé à moi, mais ils auraient peut-être pu. Enfin, j'ai pas eu la question de poser avant. Il a fallu tout de suite que je prenne l'équipe, mais j'ai pas accepté tout de suite. Parce que moi, cette équipe-là, je ne l'avais pas faite, je ne l'avais pas construite. Avant, j'avais construit mes différentes équipes parce que je faisais le recrutement. Je m'appuyais aussi sur les formateurs qui étaient en dessous moi. Et quand j'avais là l'équipe A, donc je l'ai prise dans l'urgence avec cette refonte qui a été organisée par la LFP. Et il y avait 2 divisions de Ligue 2 et il fallait être dans les 10 premiers. Et malheureusement, on a fini 11e. Mais c'était un mal pour un bien. Sauf pour moi, parce que j'ai vraiment eu j'ai eu une période très difficile, dans la mesure où là, j'avais gardé mon emploi, et je travaillais de 7h30 jusqu'à 22h le soir, quoi. Puisque j'avais entraînement l'après-midi ou le matin, je quittais mon emploi pour venir à l'entraînement, je retournais à mon emploi, et quand il y avait 2 séances, bref, c'était quelque chose d'assez éprouvant. Et puis, humainement, c'est pas la même chose quand on est entraîneur pro. Pour l'avoir vécu après pendant de nombreuses années, ou du moins en étant adjoint, là, tu as la responsabilité de l'équipe première, c'est quelque chose de plus complexe, et en te disant qu'il faut finir dans les 10 premiers pour se maintenir en Ligue 2. Quoi. Comment tu l'as ressenti, cette pression ? Pas très bien au début, parce qu'il y avait des joueurs qui ne me plaisaient pas. Il fallait cette obligation de résultat pour se maintenir. Je l'ai pas très bien vécu parce que d'abord je m'attendais pas à être appelé aussi rapidement pour l'équipe A. Et la deuxième des choses, c'est que il y avait des joueurs là que je pouvais pas faire jouer. Et puis moi je quittais un groupe. On aurait joué 10 fois contre l'équipe première avec l'équipe que j'avais en dessous. On gagnait 9 fois. Mmh. Et j'ai pas voulu. Alors je l'ai vécu comme ça. C'est peut-être un tort de ma part.
J'ai fait rentrer quelques jeunes joueurs, mais pas tous, pas beaucoup. J'ai fait démarrer l'Aspal, Roussel et Guivarch Carnot continuaient à jouer. Corridon était là, voilà. Donc c'était un peu plus difficile. Bon, après, ils ont eu leur période, mais moi, j'ai pas très bien vécu. Puis à la fin, bon, je voulais pas continuer. Hein. J'aurais pu effectivement continuer. On me l'avait demandé, j'ai dit non, j'arrête. Voilà. Saison 93-94, donc tu n'es plus l'entraîneur en chef d'En Avant, mais le président Bertrand Salomon choisit un homme que tu as croisé donc sur le terrain lors de l'épopée 73 face au Mans, c'est Francis Mérecky. À l'époque, il n'était peut-être pas très identifié guingampais, mais il a tellement marqué l'histoire de ce club. Quel est le premier souvenir que tu as de lui à son arrivée ? Et comment il te choisit d'ailleurs en tant qu'adjoint ? Le premier souvenir que j'ai de Francis, c'est qu'il arrive visiter Guingamp, visiter le club, il rencontre les dirigeants. Et puis le soir, avant de retourner sur Valenciennes, puisqu'il avait été licencié de Valenciennes 6 mois avant, il veut manger au restaurant avec moi. Donc forcément, il y a 2 autres dirigeants qui sont venus également, c'était sympa. Et avant de prendre une décision, il n'avait pas pris sa décision finale, donc ça, la première impression, c'est celle-là. Puis au cours du repas, il me parle des joueurs du club. Bon, il les connaissait, forcément, il connaissait bien une grande partie de l'équipe, mais il ne connaissait pas la ressource qui existait en dessous, quoi. Donc on a eu un contact, et puis c'est là qu'on a vraiment eu un feeling pour... notamment sur les jeunes joueurs et puis sur les joueurs à conserver ou pas, mais puis après inévitablement il y a un côté, l'aspect financier, quoi. Et après la première rencontre, c'était ici à Roudouroux, une rencontre avec un éducateur très très impliqué, très, je dirais, très investi, qui travaillait beaucoup, qui n'avait pas besoin de beaucoup de monde autour de lui, qui faisait confiance, et quand on trahissait sa confiance, c'était très très dangereux pour la personne que le joueur ou autre. Hein. Qui en a fait les frais ? Les joueurs. Ils ne se rendaient pas compte du gars qu'ils avaient. Il fallait pas. Avec Francis Mérecky, le mot tricher, tu peux pas tricher avec lui, quoi. Tu as un exemple de ça ? Ouais, j'ai un exemple. Frappant même. Un matin, on est ici à Roudouroux. Il y a entraînement à 9h30. Puis il y a des mecs qui arrivent à 9h35. Et pas un, 3, quoi. Et 3 joueurs qui ont fait une carrière exceptionnelle, quoi. Je ne veux pas les nommer parce qu'ils se reconnaîtraient en eux. Et puis, si je les nommerais tout à l'heure, ça ne me pose aucun problème, ni eux, ça leur posera jamais un problème. Est-ce que c'est 3 qui mangeaient souvent ensemble ? Souvent ensemble, mais qui vivaient, je ne sais pas s'ils cohabitaient pas d'ailleurs. Certains connaissent l'histoire, donc ils vont savoir tout de suite. Et ils sont arrivés en retard. Alors, un retour à la maison tout de suite, quoi. Entraînement à 18h le soir, quoi. Enfin, je pense qu'en se disant, on va arriver un petit peu en retard, un petit peu, quoi. C'était pas grand-chose. Mais c'était suffisant pour qu'il montre son caractère et puis le territoire. Les autres étaient là. Donc l'entraînement a été annulé et repoussé à 18h le soir. Simplement pour ces 3-là ? Bah, bien sûr. Ah non, pour tout le monde. Oui, pour tout le monde, mais à cause de ces 3-là. À cause de ces 3-là. Et le groupe, tu gagnes le groupe, quoi. Et attends, on a entraînement à 9h30, vous arrivez, et après c'est leur affaire, ils règlent ça dans le vestiaire, hein, les mecs. Et puis bon, finalement, après on a vu, mais c'est quelqu'un qui a mis sa patte sur En Avant de Guingamp, très fortement, recrutement, à l'époque on était que tous les deux, hein, on faisait le recrutement tous les deux. Il y a eu le match le samedi, le dimanche matin on prenait la voiture, on allait à Paris, on allait au Danemark et en Suède. Moi j'allais voir 3 matchs, lui allait voir 3 matchs, on se retrouvait à l'aéroport, on revenait à Paris, on rentrait en voiture, quoi. Ouais. Alors quand les mecs te disent Francis Mérecky, moi j'ai eu énormément de plaisir
Et j'ai appris énormément de choses avec lui, notamment sur la gestion humaine, quoi. Alors, il a marqué le club, il m'a marqué, il a marqué beaucoup de joueurs, et il a lancé beaucoup de joueurs, quoi. Voilà. Et il y a un joueur, il me semble, qui n'est pas tout à fait dans les radars au départ lorsque Smerecki arrive. Je crois que Smerecki cherche un milieu de terrain. Oh, c'est très simple, ça, Pierre, l'histoire. C'est au cours du repas que j'ai passé avec lui. Et je suis avec le président et puis le président de l'ASSO. À l'époque, c'était M. Le Peuch. Et il me dit, moi, il me faut un joueur devant la défense. J'en aurais parlé ce matin. À l'époque, on avait Kaczmarek, qui était international polonais, mais qui était au bout du bout, quoi. Et il me dit, il faut un mec là, t'as pas... Bah, je lui dis, si, moi j'ai tout ce qu'il te faut, quoi. J'ai un... Coco Michel, tu le prends. Et puis, ah, mais attends, personne m'en a parlé. Ben, je lui ai dit, non, personne t'en a parlé, puisqu'il joue qu'en B, avant il jouait en cadet, enfin bref. Et je lui dis, c'est un profil, moi c'était mon capitaine au niveau de l'équipe B, donc j'ai dû faire, avec Coco Michel, j'ai dû faire 300 matchs, hein, donc je connais un peu le joueur. Et il me dit, bon ben, écoute, comment on peut faire? Ben, c'est simple, tu le prends en stage, partez à Châtel quelques jours après, parce qu'il n'avait toujours pas donné son accord. Et je lui dis, mais c'est pas aussi simple que ça, parce que Coco, il est étudiant à Rennes, quoi. Et il n'est pas sous contrat, il n'a rien du tout, il est un amateur pur et dur d'un avant de Guingamp, comme beaucoup d'ailleurs. Bon, il me dit, je réfléchis, le lendemain, il m'appelle, il me dit, bon, tu fais tout, et de telle sorte qu'il puisse venir en stage à Châtel. Bon, ça n'a pas été simple, hein. Coco, elle est signée à Vitré. Il allait partir à Vitré, moi j'étais au courant de tout, enfin, avec Coco, et comme beaucoup de jeunes, j'avais des complicités humaines, quoi, donc je savais. Et en fait, il l'a pris, puis au bout de 4 jours à Châtel, il me dit, bon, c'est bon, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Je lui dis, non, c'est pas bon, c'est pas fini, je dis, parce qu'il est étudiant. Il va pas être à ta disposition du lundi au samedi, quoi. Il va falloir aménager Mais oui, il va falloir qu'il vienne de Rennes à l'entraînement. Il est pas pro, il est pas stagiaire, il n'avait pas de statut footballistique, Coco, quoi. Ouais. Et voilà, comment... donc il est allé... Il a continué ses études la première année. Il venait un petit peu à Guingamp 2 fois, je crois, par semaine. Après, il allait à Vitré, s'entraîner. Et puis voilà, et sa carrière était lancée. Sa carrière et puis le parcours de cette équipe guingampaise qui part donc du national et qui en 3 ans se retrouve pour la première fois en première division, puis en Coupe d'Europe, Coupe Intertoto, puis contre l'Inter, puis en finale de la Coupe de France. Et là, ça a été comme un Smerecki et tous les autres, ça a été la conclusion du chemin commencé en 69-70 par la Gambardella. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Les bases ont été jetées là. Alors, il y a une particularité quand même que je veux nuancer, c'est que les bases du club partent du club, de l'équipe, de ce qui est devenu en avant de Guingamp, 69, 70, 72, 73, c'est indéniable, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, pour l'avoir vécu. Mais derrière, il y a une autre période. Il y a la période de 93, quand Smerecki arrive, moi je suis avec lui, et puis il y a ces jeunes joueurs-là. Alors, ces jeunes joueurs-là ressemblent étrangement, et pour l'avoir dit une fois, on me demandait, mais pourquoi tu dis ça, Yvon? Ils ressemblaient étrangement à ce qu'on avait vécu 20 ans avant. Parce que c'est des joueurs qui étaient complètement stigmatisés en avant de Guingamp. C'était en avant de Guingamp, tous ces jeunes joueurs-là. C'était un petit peu la période qu'on avait vécue. Mais eux, ils étaient en train de vivre un truc extraordinaire. Et en plus, ils avaient un coach qui leur faisait confiance, quoi. Parce que si un jour on m'avait dit que Nicolas Aspal, Ronald Thomas, pour commencer par lui, Ronald Thomas, Laspal, Jean-Jacques Ouzé, Coco Michel, Charles-Édouard Corridon, Carnot, Guy Varche, Roussel, et auraient joué en Ligue 1, alors qu'en 93, c'était des joueurs, 92-93, c'était des joueurs qui étaient de national. Cette ascension-là est assez exceptionnelle, quoi. Voilà. La force de cette équipe, c'est quoi? C'est ces flingueurs devant, Rouxel, Guivard, chez le passeur Carnot. Il y avait du talent dans toutes les lignes. Il y avait du talent, il y avait aussi c'était des mecs très intelligents. Ils savaient ce qu'ils pouvaient faire. Il
faisait jamais plus que ce qu'il ne savait pas faire. Devant, on avait quand même deux monstres, hein, c'est 40 buts à eux deux. Hein, donc, après, ça diminue un petit peu en fonction des saisons et du niveau de compétition. Mais bon, Guy Varge-Roussel, c'est quand même pas négligé. Carnot, passeur, qui mettait autant de buts qu'il a mis jusqu'en Ligue 1 avant que Didier soit qu'on connaît. Laspal, Jean-Jacques Ouzé, non, et Charles-Édouard, c'était... Il y avait... Tous ces joueurs-là avaient eu un apprentissage pas difficile. Je dirais pas ça parce que je les ai eus, donc je dirais pas un apprentissage difficile, mais ils n'ont pas eu une facilité dans l'accession et dans l'accessibilité du contrat. Et ça, c'est quelque chose qui m'apporte. C'est que tous ces joueurs-là, quand ils étaient en avant de Guingamp, ils étaient amateurs. Il ne faut pas l'oublier. Et on a tendance à oublier ça. Et subitement, ils sont devenus des professionnels. Mais ils sont devenus tard des professionnels. On ne leur a pas donné à 17-18 ans des statuts avec des... Non, ils sont allés chercher tout ce qu'ils ont eu, ils sont allés le chercher. C'est des mecs qui sont allés dans la réussite chercher ce qu'ils méritaient par leur travail, par leur intelligence, par leur volonté et par aussi leur abnégation et l'amour du foot, quoi. Il y a quelque chose comme un fil rouge depuis le début de l'interview, Yvon, c'est que plusieurs fois, quand je t'écoute, et je pense que c'est le cas de nos auditeurs, c'est que ce soit 73, 93 et autres, on se dit que ça serait plus du tout comme ça maintenant. C'est plus du tout parce que je pense qu'il y a des codes qui sont bafoués. On bafoue les codes de l'éducation. Et moi, je reste très intransigeant là-dessus. Aucun des jeunes joueurs qui sont devenus, ou d'autres joueurs que j'ai pu avoir après, parce qu'il y a eu d'autres joueurs hein, qui ont joué en Ligue 1 aussi, il y a des codes à respecter. Et si tu mérites, tu vas l'avoir. Si tu mérites pas, tu l'as pas. Mais pour le mériter, il faut travailler, il faut accepter des contraintes, il faut accepter des choses qui sont peut-être difficiles à admettre, mais tu files pas des choses, t'as pas besoin d'ouvrir la bouche pour l'avoir, il faut que tu ailles le chercher. Les grands clubs aujourd'hui, je suis pour avoir encore des contacts avec certaines... Les grands clubs, ils font pas de cadeaux. Hein. Les grands clubs, quand un jeune doit jouer, il joue. Mais pour qu'il joue, il faut qu'il ait mérité de jouer. Or, aujourd'hui, on a tendance à croire qu'on peut jouer sans avoir mérité. Je suis désolé. L'éducation à tous les niveaux d'ailleurs. Le mot éducation, pour moi, l'éducation dans l'humain, c'est très important. Est-ce que tu as un souvenir d'un moment où ça a été dur là, pour un de ces jeunes joueurs, Coco, Michel, Christophe Leroux, Stéphane Carnot? Mais ils ont eu des moments durs. Et un plus qu'un autre peut-être? Sinon, on va rester très très longtemps. Ils ont tous eu, mais ce serait avec plaisir. Ils ont tous eu, eux-mêmes le savent. Mais quand ils avaient un moment dur, j'avais pas la particularité, ni tout le monde pouvait très souvent me dire t'es sévère, t'es dur avec eux. C'est pas vrai. J'ai toujours été le plus juste possible avec eux parce que il y avait le côté éducateur, mais il y avait le côté humain. Et moi, j'ai toujours placé les relations sur ces aspects sportifs et humains. C'est-à-dire que tous ceux-là, quand ils ont eu des pépins, ils savaient que ma porte était ouverte, non pas au stade, mais à la maison. Moi, tous ceux-là sont venus à la maison quand ils étaient à coup de moins bien, un problème dans la famille, un mec qui perdait son papa. On est là pour ça, quoi. Et je veux dire, ils ont eu, mais on est là pour... Moi, je déroge pas à ce principe-là. Tu l'as, tu l'entraînes, tu lui donnes ce qu'il doit manger, entre guillemets, et après, s'il a un problème, il faut que tu sois là pour lui. De toute cette génération là, de 93 jusqu'à 97, avant le moment où ça a un peu flanché, est-ce qu'il y a un moment, un match où ils t'ont subjugué, où tu t'es dit waouh, là, parce que cette équipe donc monte en D2 en étant quasiment invaincue toute la saison, monte immédiatement en D1 pour la première fois de son histoire. Le début de saison en D1, excellent. Vous êtes co-leader à un moment. Vous êtes longtemps dans le top 5, top 6. Très longtemps meilleure défense du championnat, notamment à domicile. Est-ce qu'il y a un match là-dedans, dans tout cela, où là, il n'y a plus de mots? Un match, je crois pas.
C'est une période, notamment par rapport à la Ligue 1, c'est quelque chose d'assez fabuleux. Quand on va gagner à Paris, on gagne à Paris contre Paris Saint-Germain, et là on perd Fabrice Divert. Et ça a été un moment très important. Autant sur un événement, je considère que tous les matchs qu'on a pu jouer dans cette période-là ou la période avant, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Quand tu joues Marseille en Ligue 2, tu gagnes à Marseille et que tu fais match nul ici, alors que Marseille a une équipe de Ligue 1, tu te dis... Le but de Corridon au Vélodrome. Ouais, sur un piqué assez exceptionnel. Tu te dis, voilà. Mais dire qu'il y a un événement précis, il y a plusieurs... C'est un enchaînement d'événements qui ont fait que on a eu une période assez... C'est fabuleux. De vivre ça, c'est fabuleux. Le firmament, c'est l'Inter. Ah ouais, le firmament, c'est l'Inter. Ouais, le firmament, c'est... Jouer l'Inter de Milan quand... C'était en 97, je crois que c'est ça. 96. Ouais. 96. 3 ans avant, tu joues, et c'est pas péjoratif ce que je vais te dire, contre des équipes de la en nationale, quoi. Tu vas jouer contre Noisy-le-Sec, Fontainebleau, Melun, et 3 ans après, tu joues l'Inter de Milan. Tu te dis, attends, j'ai pas perdu mon temps, les joueurs non plus, et le club non plus, quoi. Mais là, l'Inter, c'est le summum, quoi. C'est le summum. Tu m'avais raconté ça dans le témoignage du livre Guingampais Coupe d'Europe. Là, tu as été frappé par la classe des Italiens, que ce soit les dirigeants qui vous avaient reçus à l'Inter, à San Siro, mais également l'entraînement veille de match ici. Ouais. Tout était d'un autre niveau, d'une autre galaxie avec cet Inter-là. Ouais, c'est un autre monde, quoi. C'est un autre monde qu'on a pu découvrir grâce à des performances, parce que l'Inter-Toto n'a pas été quelque chose de très simple. Hein. Il a fallu faire des périples, aller observer. Il faut quand même aller mettre des sacs poubelles aux fenêtres. Ouais, ça c'est une histoire avec Aimé, ça. Et ouais, mais comment faire pour dormir à Jarreau? Il y a un quart d'heure la nuit. Le seul moyen, pas de voler. C'est en Finlande, ouais. Pardon. Oui, c'est Jarreau qu'on avait joué. Et il fallait trouver une solution. Les mecs arrivaient, on repartait à Châtel après en stage. Et ouais, ça c'est l'histoire des sacs poubelles. Et puis il y a eu plein d'autres histoires après. Mais la Coupe Intertoto, on a joué déjà contre des grands clubs, quoi. Dynamo de Bucarest, Volgograd, qu'on gagne sur les 2 matchs, avec un but de Stéphane Carnot ici, sur un coup franc, je crois, non? Corner direct. Corner direct. Ouais. Il y a les coups francs, c'est Yvon Schmitt. Les corners, c'est Stéphane Carnot. Ouais, oh, il faisait autre chose aussi, Stéphane. Et du coup, non, je trouve que, bon, il y a des événements que... Cette période-là a été tellement faste que... D'abord, on ne peut pas oublier tout ce qui a été fait, même s'il y a eu après un coup de moins bien. Mais bon, jouer l'Inter de Milan, c'est le Real Madrid aujourd'hui, c'est Liverpool aujourd'hui. Hein. Tu joues l'Inter de Milan à Guingamp, quoi. Voilà. Ouais. Et ce fichu match aller avec ses 150 occasions en première période. On doit gagner ce match-là facile. Très facilement, même Michel Platini qui était au commentaire le dit, il était avec Aimé Jacquet, je crois, à Canal. Thierry Gilardi, oui. Thierry Gilardi. Aimé Jacquet, il était en tribune, effectivement. Et on doit gagner ce match-là. L'entraîneur d'Inter de Milan, alors c'est une anecdote, après le match, il est venu s'excuser dans le vestiaire avec Francis. J'étais avec Francis, on était dans le vestiaire là, un peu plus loin. Là. Il est venu s'excuser d'avoir gagné 3-0. Il dit jamais on doit gagner ce match-là, on doit être battu, vous avez été meilleur que nous. C'était un monsieur d'une classe exceptionnelle, quoi. Alors pour revenir à la classe des Italiens, c'était au tout début de ce que je vais te dire, quand on a été reçu à l'Inter de Milan, ça s'appelle la grande classe, quoi. On est obligé en Coupe d'Europe d'arriver la veille. On est arrivé la veille, on s'est entraîné à San Siro. En étant battu 3-0, c'était quand même un moment assez exceptionnel, quoi. Hein. On avait beau dire, ne sortez pas vos appareils photo pour prendre des photos, mais si, tu n'étais pas sûr de retourner à San Siro, hein, quand même. Hein. C'est comme au Parc des Princes. Hein. Et là, on fait l'entraînement, et le soir, il y a l'Inter de Milan, c'était la volonté de Francis Smerecki, qui déjà... il était en précurseur de certaines choses. Il dit ce serait bien s'il y avait des gens de l'Inter de Milan qui venaient nous parler de leur club, quoi.
Ils n'ont pas trouvé mieux, ils nous ont amené Facchetti et Mazzola. Alors pour les jeunes, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ceux qui ont quelques années et qui réfléchissent, Mazzola et Facchetti, c'est les seigneurs de l'Inter de Milan. Et ils sont venus nous parler de leur club en français. On est resté devant eux le soir. La classe, encore. Et le lendemain, ils ont eu encore un geste de grande classe. On est reparti chacun, tout de l'équipe, joueurs, dirigeants. Je ne sais pas si les dirigeants avaient eu. Nous, coach, on est tous partis avec un sac de l'Inter de Milan où dedans il y avait des souvenirs impérissables, quoi. Ils sont où maintenant ces souvenirs? Je l'ai donné. J'ai eu un maillot de l'Inter de Milan et je l'ai donné à un enfant. Je l'ai donné à un enfant qui était malade. C'était le maillot. J'avais eu le maillot de Sforza. Je l'ai gardé très longtemps et puis un jour quelqu'un m'en a parlé. Je suis allé à Plérin, je lui ai donné. Et ça me faisait plaisir de le donner. S'il était supporter d'en avant de Guingamp et il était en fauteuil, enfin, c'est une histoire perso, mais voilà, je lui ai donné ce maillot-là. Il était heureux, évidemment. Ah bah, qui ne et moi pas, aussi. Évidemment, avec ce maillot qu'on voit encore dans le vestiaire là-bas il est beau, de l'Inter. Ouais, ça c'était le maillot du match retour. Un partout, c'est une fierté quand même d'avoir fait match nul à San Siro, même si le sort était jeté depuis le match aller. Ah ouais, c'est une fierté. Il faut aller faire match nul à Inter de Milan. C'était un jeudi soir de mémoire. Et on préparait en même temps parce on jouait Paris quelques jours après. Et on avait joué le samedi aussi en championnat. Et on avait un match important 3 jours après, quoi. Et on voulait bien le préparer, même si ce match-là, en fait, je ne vais pas dire que l'Inter de Milan nous avait servi de match d'entraînement, mais nous avait servi de match de préparation pour le match de championnat derrière, quoi. Et donc, un partout avec l'égalisation de Christopher Wright. Christopher Wright. Bon, cette saison-là, vous repoussez toutes les limites, vous jouez pour la première fois à la Coupe d'Europe. Et puis, il y a cette première finale de Coupe de France. Je ne veux pas trop longtemps remuer le couteau dans la plaie parce que quand tu es arrivé dans le vestiaire tout à l'heure, tu as vu ce maillot-là de la finale 97 et tu as dit non, on n'en parle pas, mais bon. Pourtant, ils y croyaient. 30 000 supporters rêvaient de la Coupe, titraient l'écho de l'Armor et de l'Argoat. On voit Pierre-Emmanuel Bourdeau, Nicolas Spal, Marek Josiak avec son EAG derrière le crâne. Quel souvenir tu en gardes des décennies plus tard de cette finale 97? Je vais démarrer par une anecdote, si vous l'acceptez. Avec grand plaisir. Ce match-là, finale de Coupe de France, Parc des Princes, la dernière finale au Parc des Princes, Nice. Bon, ça c'est le contexte du match. J'étais dernier, assuré de descendre en Ligue 2. Mais l'anecdote, c'est que j'avais marqué cette finale avec quelque chose de... Très peu le savent d'ailleurs. Très peu en ont eu connaissance. Je voulais gagner ce match-là. Je voulais uniquement gagner la finale, gagner la Coupe de France. Un jour, on nous avait dit qu'on n'irait jamais plus loin, parce que 8e, 16e, on a fait quand même quelques... Mais je voulais gagner uniquement pour aller avec mes potes de 72-73, marquer cette finale de Coupe de France. Et j'avais programmé de faire une journée avec eux et d'amener la Coupe de France pour eux. Uniquement pour eux. Et je sais qu'ils étaient tous au match, puisqu'ils étaient en face des bancs de touche. Et c'était quelque chose que je souhaitais réaliser, mais je n'étais pas maître du terrain, ni du score, ni du match, ni des joueurs guingampais, et qui avaient tout fait d'ailleurs pour, sans aucun doute, gagner cette finale, mais malheureusement on ne l'a pas fait. Et c'était quand même un aboutissement, une finale de Coupe de France à l'époque pour Guingamp, qui aurait dit qu'on en aurait gagné 2 derrière, quoi. Tu perds la première que tu fais. En 73. Ben voilà. Même nous, il faut être. Je pense que l'objectivité, la lucidité et l'humilité, dire quand tu vas en finale de coupe et que t'es Guingamp, tu dis putain, on va profiter de cette affaire là quand même. C'est vrai que moi en 2009, alors j'étais tout jeune, j'avais 17 ans, mais jamais j'avais imaginé Guingamp soulever le trophée. J'étais tellement content de voir Guingamp au Stade de France que ça, c'était ma victoire. Ouais. Et moi, ce match-là, il reste quelque chose.
Pendant 3 jours, j'ai pas parlé. Je suis arrivé à la maison le lendemain midi. Je parlais pas. Lundi, je parlais pas. Je parlais toujours pas. Je suis resté marqué jusqu'au jour où mon père est venu me voir et puis il m'a dit, t'en gagnes. Mon père était quelqu'un de très optimiste, mais tant que tu vas en gagner d'autres, qui me dit. Bah, sinon, malheureusement, j'avais pas gagné d'autres. Mais celle-là, j'aurais vraiment voulu la gagner parce que ça représentait quelque chose de fort quoi, pour En Avant de Guingamp, quoi. Voilà. Et est-ce que en 2009, tu as pu amener la coupe aux copains de 73? Non. C'était J'aurais pu le celle faire. de 97 ou rien? Ouais, c'est ça. J'aurais pu le faire parce qu'en 2009, j'étais pas membre actif de l'équipe. J'étais pas dans le staff. J'étais au club, mais j'étais pas. Tandis qu'en 97, j'étais adjoint avec Francis et d'ailleurs à qui j'en ai jamais parlé et je voulais à tout prix. Mais je voulais quoi. C'était un symbole pour moi de faire ça avec mes potes. 25 ans après, on fait un truc ensemble quoi. On l'aurait pas gagné en 72-73, mais on aurait dû la gagner en 97 rien que pour leur faire ce bonheur-là. Bon. Et moi, ça aurait été un grand plaisir. Est-ce que la cicatrice de 97 s'est un peu atténuée en 2009 et en 2014? Bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais ça ne tenue pas de la même façon. Quand tu gagnes la coupe en 2009 et 2014 et que tu es dans les tribunes, c'est pas comme quand tu la gagnes et que tu es sur le banc de touche, quoi. J'imagine le bonheur qu'ont pu connaître tous les différents staffs de cette période-là. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Les dirigeants, bon, c'est gagner une Coupe de France, quoi. La Coupe de France, pour moi, c'est ce qui représente le plus En Avant de Guingamp, oui. Dans sa naissance, quoi. Voilà. Et on a bien compris dans cette émission que c'est la base de tout dans ce club. 97 passe, 98 la relégation en D2. Le départ un peu mouvementé de Francis Mériqui avec cette dernière saison, le transfert de Papin qui s'arrête au bout de 3 mois, le départ du président Salomon et toi, il me semble que tu pars aussi du staff avec Francis Mériqui. C'est-à-dire que quand Francis part, ou quand Francis est remercié, la fin de saison s'annonce un peu plus compliquée qu'on ne pense, parce qu'on n'était pas si bien que ça en championnat d'abord. Et puis il y a l'arrivée de Guy Lacombe, quoi. Voilà. Et moi, Francis n'était pas encore parti. Je savais que Guy Lacombe arrivait, puisqu'il m'avait appelé un dimanche. Il y avait un match à la télé, à Canal+. Il m'a dit, j'ai été contacté pour venir voir En Avant et prendre En Avant de Guingamp. Je t'appelle. Et il me pose un ultimatum. Il me dit, est-ce que tu veux l'équipe ? Et je lui dis non, je veux pas l'équipe, ça m'intéresse pas de prendre l'équipe. J'avais fait avec Francis, j'avais dit, je vais avec toi adjoint, le jour où tu pars, je pars. Sauf s'il était parti dans des conditions normales et que le club aurait souhaité que je reste adjoint. Donc je suis pas resté adjoint, mais j'ai pas pu être adjoint non plus avec Guy Lacombe. Et je lui ai dit à Guy, tu peux venir tranquillement, aucun problème. Et après j'ai travaillé avec lui sous une autre façon, mais... Cette descente-là, oui, le départ à Francis m'a contraint, je dirais, à revenir à l'équipe B. Mais c'était pas une grosse contrainte. Ma contrainte par rapport au niveau de compétition, mais je suis revenu à l'équipe B, quoi. Et je me suis bien plu aussi. Avec des joueurs qui, plus tard, quand tu étais entraîneur de la réserve entre 99 et 2002, des joueurs qui ont peut-être franchi le pas. Ouais, quelques-uns, ouais. Les Yaya, Lionel Boff, Farid Talawi, Pierre Bourdeau aussi, il était même avant, c'est moi qui ai fait venir Pierre. Là, il y a quelques joueurs, peut-être que tu vas me rafraîchir la mémoire. Non, c'est ce que j'avais. Est-ce que la partie recruteur, on va y venir sur la dernière partie de cette émission. Juste avant, il y a ton retour sur le banc en 2002, donc quand Guy Lacombe part, maintien in extremis en D1 contre 3 avec le fameux but de Stéphane Carnot. Bertrand Marchand arrive. Comment se passe ton retour dans l'équipe première ? C'est le président qui me demande de redevenir adjoint. Président Le Gret ? Oui, président Le Gret qui me demande de revenir adjoint. Oh, je sais pas. Moi, de toute façon, je me considère.
je me suis jamais considéré comme quelqu'un qui devait avoir un poste, quoi. Voilà, dans ma fonction que j'ai, dans les fonctions et dans ma fonction d'éducateur, on me dit un jour, j'ai fait l'équipe B, après j'ai fait les pros. Je considérais qu'il m'était important déjà d'avoir une fonction à l'intérieur du club avec des tâches bien définies, quoi. Voilà, donc je suis redevenu adjoint entre 2002 et 2004 avec Bertrand, mais ça s'est passé très, très simplement et rapidement, quoi. Voilà. Et donc 2002-2003, forcément, on y arrive. Et parce que je vais recouvrir cette une qu'on va oublier pour mettre celle-là, France Football, Guingamp, porte-drapeau de la Bretagne. On est en août 2002. Guingamp est leader du championnat pour la première fois de son histoire. Seul leader à la différence de but après une victoire dans un derby, 3-0 contre Rennes. Ici, dans un Roudourou survolté, après le 3-3 fabuleux contre Lyon et une victoire à Bastia contre Ajaccio 2-0. Oui. Comment tu expliques ce début de saison tout feu tout flamme, alors que 2 mois avant, l'équipe obtient avec une immense difficulté son maintien en Ligue 1? Immense difficulté, mais avec des bases sur une équipe qui ont été jeté, programmé par Guy Lacombe. Et Guy a fait confiance à des jeunes joueurs qui... Bon, il y a Didier Drogba évidemment, mais ça ne se résume pas à Didier Drogba. Il y a Florent Malouda, il y a tous ces jeunes joueurs qui ont entouré. Bon, puis il y a les piliers du club quand même, quoi. Il y a Stéphane Carnot qui est là, il y a Coco, enfin bon. Et le recrutement a été très très pertinent, judicieux, parce que mais il n'y a pas eu un gros recrutement d'ailleurs sur cette année-là. Et là, il y a un début de saison assez fabuleux, avec une osmose et une équipe qui a des sensibilités très fortes. Un côté humain, Christophe Leroux qui revient. On a Jean-Louis Montero, Nestor Fabry. Alors j'allais en parler. Ouais. Nestor Fabry est arrivé. Et Nestor, bon, c'est pour les gens qui ont vu, qui ont connu, je vais dire, c'est un monstre de vestiaire, quoi. C'est quelqu'un, bon, on voit son CV, quand même un mec qui a joué avec Maradona de mémoire. Je crois qu'il est finaliste de la Coupe du Monde. Ouais. Et lui, il arrive et il stabilise tout le monde, quoi. Blaise Coissy fait sa meilleure saison parce qu'il a Nestor Fabry. À gauche, bon, il y a c'est Romain Ferrier, il y a Jean-Louis Montero qui fait une saison aussi canon, qui prend naissance, quoi, avec. Mais ce groupe, il avait déjà les prémices la saison suivante, avec la difficulté qu'avait rencontré Guy, parce que Guy a fait un boulot exceptionnel en avant de Guingamp, notamment dans la réussite et dans l'éclosion de tous ces jeunes joueurs-là qui sont devenus des stars. Des stars mondiales après, hein. Oui. Donc, et des stars nationales quand même. Hein. Donc, et là, on a une saison. Ouais. Didier Drogba, t'en as parlé. Toi, tu étais entraîneur de la réserve à ce moment-là. Donc, tu le vois arriver au club. Il est remplaçant au Mans, en deuxième division. Il joue très peu au Mans. Et il arrive au club. Il arrive au club dans un cadre de recrutement très bien mené, très bien organisé. Ça a duré très longtemps avant qu'il n'arrive. Oui. C'est quelque chose qui a été pesé. Guy Lacombe, il ne faut pas oublier que Guy Lacombe, dans son cursus, c'est un formateur dans l'âme. Et personne ne pourra me faire penser qu'un mec qui est formateur, et qui a commencé comme formateur, même quand il devient entraîneur, il a toujours cette âme de formateur. Et ça, c'est quelque chose de très important pour un club d'avoir un entraîneur qui a été formateur. Et Guy le représente parfaitement. Et bon, il y a cette réussite de Didier qui n'est pas non plus le joueur souhaité pour nous renforcer à la trêve, hein, puisqu'il arrive à la trêve. Hein. Oui. Il joue très peu, marque peu de buts. Hélas. Et il joue avec difficulté. Il n'est pas toujours très, très bien apprécié. Ici, on se dit, non, qu'est-ce qu'on a été faire apprendre ce mec-là ? Je me rappelle d'avoir entendu des tas de choses quand même. Et à force de travail, à force de cohabitation avec Guy Lacombe, on a touché derrière la résultante du boulot, quoi. Et toi, mais c'est un mec... ouais.
Il n'était pas programmé pour venir chez nous. Hein. Et toi, en séance, comment tu l'as vu à l'entraînement devenir le monstre buteur qu'il est devenu lors de cette saison 2002-2003 et qu'il est devenu même très vite dans cette saison, parce qu'il démarre pas titulaire, mais il marque contre Lyon, il marque contre Ajaccio, il marque très vite quelques buts. Ce que tu dis est très intéressant sur la carrière pour la carrière de Didier Drogba. Moi, j'ai vu Didier Drogba démarrer. D'abord, il n'est pas titulaire. Bertrand n'en fait pas un titulaire, même s'il le connaissait super bien, pour l'avoir vu et fréquenté quand il était à Rennes, il allait souvent aussi au Mans. Mais son éclosion, elle est tardive, parce que jusqu'au mois de janvier, jusqu'au mois de décembre, je dirais, il joue pas beaucoup, Didier. Il joue pas beaucoup. Même s'il fait beaucoup d'efforts, à l'entraînement, il est plutôt pertinent, mais pas toujours très juste. Il n'a pas le geste qu'il faut. Et après, il y a une évolution assez forte. Il devient beaucoup plus adroit devant le but. Il est beaucoup plus attentif. Il utilise beaucoup moins la force. Contrairement à ce que j'ai pu entendre. Moi, je l'ai vu en séance des centaines de fois quand même. Au tout début, il utilisait la force. Et après, il s'est mis à utiliser une surface beaucoup plus simple devant le but, avec un jeu de tête très correct. Au début, il n'avait pas un jeu de tête très efficient. Pied gauche moyen, très moyen même. Pied droit, bon. Puis, mais à son service, il y a quand même des super serviteurs, quoi. Quand tu as Stéphane Carnot et Christophe Leroux derrière toi, et quand tu as Florent Malouda à droite, ou Sassi, Florent Malouda à gauche et Florent Malouda et Hakim Sassi à droite, il y a des choses qui peuvent se passer quand même, quoi. Et Didier a pour lui cette force de caractère du travail, de l'amélioration et de jamais il s'est considéré comme ayant fait le suffisant, quoi. Il était au niveau travail, c'était plus dans un cadre de formation ou de post-formation, pourrait-on dire, Didier Drogba, dans sa finalité d'évolution à Guingamp, qu'à Stéphane Guivarch, quoi. Ouais. Steve Guivarch, c'était complètement autre chose, quoi. C'était déjà quelqu'un d'accompli. Didier ne l'était pas. Et il est devenu accompli et quelque chose d'assez exceptionnel dans les 6 derniers mois dans cette équipe-là, quoi. Il y a un moment où il a impressionné tout le monde à la fin, à l'entraînement, en match. Mais il ratait plus rien. Le problème, c'est ça, quoi. Le problème de l'attaquant, il était un attaquant au début. Je dis pas qu'il doutait. Les attaquants, il n'y a rien de pire. J'emploierais pas ce mot-là le concernant. Mais il n'était pas en réussite, quoi. Je veux dire qu'il n'avait pas le geste qu'il fallait. Il n'avait pas le comportement qu'il fallait. Il a fallu faire des correctifs. Les passeurs aussi se sont devenus beaucoup plus adaptés à Didier. Puis après, Didier a eu une évolution qu'on peut considérer comme presque anormal, quoi, parce que dans les 6 derniers mois, il est devenu un monstre, quoi. Et s'il y a un mois de plus, on finit champion. Hein. Ouais. Les gens oublient ça, on finit à 3 points de la Champions League. Hein. Ouais. Et si on ne perd pas 6 matchs au mois de janvier, on perd 6 matchs consécutifs au mois de janvier. Sans Drogba. Sans Drogba blessé, parce que ça, je voulais aussi t'en parler. On a joué sans lui, blessé. Et on aurait tendance à... non. On a perdu 6 matchs de rang avant qu'on annule un match contre Lille ici à cause de la neige. Bon, il y avait moyen de jouer, mais il y avait beaucoup de neige quand même. Et comme on n'était pas bien, c'est bien d'annuler le match. On a remis de la neige en plus. Et puis voilà, et Didier après est revenu de sa blessure. Elle est vraie cette histoire de la blessure de Drogba occasionnée par un tir sur le poteau. Oui, c'est absolument vrai. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. C'est dommage quand même. C'était un geste de gamin, quoi. Voilà, c'est lui. Hein, il a tiré de rage son pied sur le poteau. Oui, c'est un geste de gamin qui rate. Et après, il est devenu l'attaquant que tout le monde a connu ou aime à connaître. C'est qu'il ne faisait plus ce genre de geste inapproprié à un sportif de haut niveau, quoi. C'est le joueur le plus fort que tu as vu à Guingamp de toute ta carrière de joueur, éducateur, entraîneur? Le plus fort, dans quelle situation? Attaquant? J'ai vu 2 joueurs forts attaquants. C'est Drogba et Guivarch. Qu'est-ce qui... Et le meilleur, un des meilleurs passeurs que j'ai vu, toute conviction, c'est Stéphane Carnot. Alors, par rapport à la question que tu me poses,
j'ai vu de super joueurs et de grands joueurs sur les postes. Sur les postes différents des attaquants ou des milieux. Tu fais pas la carrière d'un Coco Michel ou d'un Drogba a posteriori de Guingamp. Mais les plus forts, les attaquants les plus pertinents et plus forts que j'ai vus, c'est Drogba et Guy Varche. Entraîné, bah ouais, c'est quelque chose de... Mais Didier plus juste avant qu'il ne parte, quoi. Et Guy Varche, c'était la puissance, notamment. Guy Varche, Guy Varche, tu as un échauffement d'avant-match que j'ai eu. J'ai vu les échauffements d'ici, là, des grandes équipes qui sont venues, là. J'ai vu un échauffement du Real de Madrid ici, là, à la fin, séance de tir, quand ils finissent l'échauffement, ils sont tous cadrés et marqués. Et Guy Varche, c'est ça. Guy Varche, tu le mettais en haut, là-bas, il a un jardin. Il a un jardin au-delà de la surface de réparation, du côté droit. Côté droit, pas côté gauche. Hein. Ouais. La demi-lune qui est là. Ouais. Pour expliquer aux gens, c'est que la surface de réparation, il y a un demi-cercle. Là. Guy Varche, tout ce qui est à la fin du demi-cercle sur le côté droit, tout là est au fond. C'est au fond. Et c'est inarrêtable. Ouais. Il a une puissance de frappe et cadré. Et bon, les attaquants qui cadrent et qui marquent. Ouais. Et Didier, à la fin, c'était ça. Mais Didier a beaucoup moins de puissance, beaucoup plus de subtilité. Didier a mis des buts après qui sont devenus, parce que dans l'acquisition et dans la réalisation du geste, il a été exceptionnel. Oui. Et une appréhension de lecture de trajectoire. Didier était beaucoup plus fort devant le but, en comportement et attitude, que n'était Steph, quoi. Mais bon, des joueurs, j'en ai vu quelques-uns de très haut niveau, quoi. Défenseur, t'as Fabry dans ton équipe. Oui, t'es tranquille. Non, mais Fabry, il reste un an de plus, à nous, on descend pas. Hein. Justement, c'est ta dernière année, ça, 2003-2004, comme adjoint. Ouais. L'Intertoto, au départ, avec l'histoire qu'on connaît, hélas, très triste, le drame pour Christophe Leroux et une équipe qui n'a plus du tout la tête à ce match à Brno, en République tchèque. Le championnat qui démarre mal avec 3 défaites d'entrée. L'arrivée de Jérôme Leroy, une équipe qui se sublime, qui se pense à un moment sauvé, mais qui se prend les pieds dans le tapis, ici contre Metz, Auxerre, Le Mans, Nice, pour finir sur le dernier match où Guingamp mène encore 1-0 à 5 minutes de la fin et perd 2-1. Ouais. Et puis il y a la descente à Marseille contre le Marseille de Drogba. Qui n'a pas marqué. Qui n'a pas marqué. Est-ce qu'il a fait exprès de ne pas marquer ? Oui. Oui. Tu l'as dit ? Oui. Merci Didier, dommage ça n'a pas fonctionné, mais il y a eu Steve Marley. Il était nous, mais bon, non. On garde ces images en tête de Drogba qui réconforte. Oui, bien sûr, il voulait pas marquer. Dire qu'il n'a pas fait... Non, il voulait pas marquer. Il voulait pas marquer contre nous. Il savait que si on était battu, on descendait. Il est venu vous voir après dans le vestiaire ? Il est passé, mais rapidement, furtivement. Et je pense qu'il était aussi triste que nous. Parce qu'il y allait... Peu de temps après, il allait partir. Mais il était triste, je suis sûr, pour l'avoir encore assez fréquemment. Il a fait un passage ici qui l'a marqué à vie, quoi. Et oui, il était triste, mais on descend. Mais si on descend, c'est pas parce que Didier Drogba n'a pas marqué contre nous, c'est parce qu'on n'a pas été bon dans certaines situations. On ne doit jamais perdre les 3 derniers matchs ici à domicile. C'est l'explication majeure de cette descente, ces rendez-vous à domicile. Bien sûr. Quand tu joues ton maintien, tu ne dois pas perdre des matchs. Les mecs de Nice, ils n'étaient même pas venus pour jouer au foot. La veille, ils étaient sur la plage à Nice. On arrive à leur donner les buts. Donc, je pense que c'est pénalisant et c'est une grosse faute. Quelle était ta relation avec Bertrand Marchand ? Elle était très bonne au début. Après, un peu moins. J'ai eu des relations normales et courtoises avec Bertrand. Je le connaissais avant comme formateur et quand il était à Thouars. J'ai eu une relation avec lui pendant les 2 ans. À la fin, c'est toujours pareil. Moi, j'étais adjoint, il était entraîneur principal. Donc, moi, j'ai le respect des mecs dans les postes. Hein. Quand j'étais à l'équipe B, Guy Lacombe, entraîneur d'équipe A, qui te dit tu fais jouer un mec 50 minutes, tu fais jouer un mec 50 minutes. Mais à la fin, je disais à Bertrand, et bon, c'est comme ça, hein, il fallait à tout prix assurer ce maintien-là. Quoi. Mais ça tenait à des petits détails. Quoi. Mais bon, c'est une vie assez passionnante et très prenante. Mais aussi, à un moment, tu as une frustration. Et elle vient de quoi, la frustration ? C'est que toi, tu restes à Guingamp, quoi.
Oui. Toi, tu vis à Guingamp. Et tu descends à Guingamp. Et ça, c'est quelque chose. Les autres, peux vous dire que c'est quelque chose de. Les autres, ils s'en foutent, ils sont partis le lendemain. Tu as été aussi ensuite recruteur. Qu'est-ce qu'un recruteur? Quelle qualité on doit avoir pour dénicher le talent que les autres n'ont peut-être pas vu? Elle est dure ta question, Pierre. Déjà, quand tu vas voir un match, quand tu es recruteur, il faut que tu aies une référence dans l'œil. C'est-à-dire que si tu vas voir un match de N2, de N3, de national ou à l'étranger, il faut déjà que tu aies la référence du joueur que tu vas voir. Parce que quand tu es recruteur, tu ne vas pas voir un match. Tu vas voir un joueur. La nuance, quand j'entends un mec me dire on a vu un bon match, non, tu vas voir un joueur. Et très souvent, il arrive que tu vas voir un match, le joueur que tu as vu, et tu remarques un autre. Quoi. Tu vois? Ça t'est arrivé avec qui, par exemple? J'ai des exemples. Moi, Guivard, je voulais le faire venir avant. Il jouait à l'Hermine Concarnois, ça remonte dans le temps, mais je vais dire un autre cas. Et après, il est parti à Brest. Et quand je suis allé le chercher, on me dit tu vas chercher un mec, il joue arrière droit à Brest. Ouais, j'ai dit la seule différence, c'est que j'ai joué 2 fois l'équipe B l'année dernière. On a pris 6-0, il a mis 2 fois 3 buts. L'année avant, on a pris 4-0, il a mis 3 buts. Mais je connaissais la référence. C'est pour revenir à la question, tu te crées une référence avec le joueur que tu vas observer. Voilà. Quand tu vas voir Stéphane Carnot jouer, il ne faut pas que tu perdes de temps après. Quoi. Parce que souvent, si tu veux perdre du temps, tu vas voir les mêmes joueurs que les grands clubs. Et quand tu es recruteur, tu ne vas pas voir le même joueur que les grands clubs, tu n'as pas le même moyen. Quand tu recrutes, pour moi, c'est très simple de recruter, c'est difficile d'aboutir, mais c'est très simple. Parce que si tu te dis que tu vas voir un joueur, que les plus grands clubs français sont dessus, ça ne sert à rien, reste à la maison, tu gagnes du temps et de l'argent. Oui. La deuxième des choses, c'est que tu vas voir un match où il n'y a personne, et il y a peut-être un joueur qui va t'intéresser à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Pancrate, par exemple, je te prends un exemple. Pancrate, il est à Cuiseaux-Louon. Il n'a pas fait... Bon, il a joué à Guingamp quand même. Je vais le voir, il se blesse au bout d'un quart d'heure. C'est du temps et de l'argent de perdu. Le soir, j'y vais et je lui dis tu viens demain, il faut que je te voie parce que je vais te prendre. Mais vous ne pouvez pas me prendre, coach, je suis blessé. Et je lui dis ouais, mais en un quart d'heure, on n'avait pas ce profil de joueur-là. Ouais. Donc recruter, après, je parle de la référence. Pour quand tu vas voir un mec dans une catégorie, un joueur, pas un mec, un joueur, il faut que tu aies une référence de la catégorie, au moins, il faut que tu aies vu au moins, allez, moi je pense, 40, 50 matchs de la catégorie que tu vas voir. Puis après, recruter, c'est du pif, c'est un ressenti, ce que j'ai pas trop mal réussi à faire pour En Avant de Guingamp. Quand tu as des sensibilités, après, il faut pas traîner, quoi. Sinon, il y a des coups qui passent sous le nez. Ah ouais? Comme qui? Mais t'en prends aussi des fois. Hein. Bon, des joueurs qui ont signé à Rennes, par exemple. Quand j'étais sur des jeunes joueurs, plus jeunes. Mais je l'aurais pas voulu, parce qu'après, j'aurais pris... Carnot devait aller à Rennes, il est venu à Guingamp. Lionel Roussel était aussi... Bon, moi, je suis allé... Lionel Roussel, je suis allé voir des matchs de dimanche matin. Alors, il faut quand même aller. Le samedi, t'es à l'autre bout. Ouais. Je suis allé à Dinan-Léon voir les juniors de... Enfin, c'est des exemples. Et aujourd'hui, c'est pareil. Je suis sûr que les gars, quand ils vont voir des matchs... Alors, être recruteur, pour synthétiser, je vais te dire, il faut avoir un bon œil et du pif, quoi. Et quand tu vois un joueur que les autres n'ont pas vu, il faut faire vite. Laurent Koscielny, ouais. C'est moi. Un de tes meilleurs coups dans le recrutement. Ouais. Tu peux nous raconter ça? Laurent Koscielny, c'est quelque chose d'assez... Il joue à Limoges. Et à l'époque, les journalistes étaient très sympas. Dans France Football, il y avait l'avant-dernière page, tu avais tous les comptes rendus de matchs de Détroit à l'époque. Et à chaque fois, il y avait des petits échos. Et au tout début de l'année, je vois, tiens, il y a un jeune joueur de 17 ans qui joue à Limoges. C'est pas porte à côté, Limoges. Hein. Donc je suis allé 2 fois, et puis j'ai vu un joueur qui joue en première à Limoges, quoi. Je dis, c'est pas mal quand même. Et je retourne voir un match de Gambardella. On était 3 en voiture, et je ne pouvais pas tout le temps conduire.
ça me fatiguait. Je préférais voir les matchs. Mais Limoges, c'était assez long. Et puis tortueux. Donc, je vais voir un Lyon-Limoges. Il a été royal. Et tous les internationaux lyonnais mis sous les ténuards, les attaquants. Et des attaquants qui ont fait carrière après. Donc le soir, je suis resté, j'ai vu le papa. On a discuté, je lui ai dit, je vous rappelle, je rentre sur Guingamp, parce qu'il y avait entraînement le lendemain matin. On a noué un contact très vite, et puis je les ai invités. Moi, je suis allé à Limoges aussi, je suis retourné à Limoges. Puis après, il y avait plusieurs clubs qui sont mis dessus, et ce qui lui a plu, au papa, c'est un monsieur qui est polonais, d'origine polonaise. C'est le discours que j'ai pu lui tenir ici, et puis l'environnement et l'entourage du club, quoi. Et donc, du coup, il a décidé de venir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai fait venir Koscielny, je l'ai fait venir amateur. J'ai jamais fait venir un joueur sous contrat. Comme tu me parles de recrutement, si jamais la première question des parents, c'est combien vous me donnez, là, je partais tout de suite. Retour à Guingamp. Ah non, jamais, je repartais tout de suite à Guingamp. Je dis non, moi, je suis pas venu pour discuter de ça, quoi. Et ce qui fait que tous ces jeunes-là, ils n'ont eu que la récompense de leur travail. Et après, bon, c'est vrai que je me suis permis de recruter quand même quelques joueurs pas très loin, d'autres un peu plus loin. Mais Laurent Koscielny, c'est quelque chose de très, très fort, quoi. Et Guivard, c'est pareil, quoi. Ouais. Carnot, pareil. J'en ai plein comme ça. Il y a une pointe de déception de ne pas avoir vu Laurent Koscielny éclore en pro ici. Bah oui. Et pourquoi il n'a pas pu éclore ici? Parce qu'on croit, à ce moment-là, on croit pas à Laurent Koscielny. Tu t'inclus dedans? Non, non, pas moi. On ne croit pas à Laurent Koscielny. Quand je voyais qu'il jouait arrière gauche, arrière droit, après, j'étais vert, quoi. Il jouait en B avec Jacques Cadran. Et à chaque fois, les mecs de l'équipe B, quand ils revenaient, les adversaires d'équipe B demandaient à Jacques Cadran, on ne peut pas l'avoir, on ne pourrait pas l'avoir en prêt. Ça me rendait un peu... Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est aussi le foot, hein, des fois. Et au début, ça m'a contrarié, surtout quand il m'a annoncé ça avec le maillot de Sikimic que j'ai vu derrière. Il était avec Emilio Sikimic, ils étaient tous les deux. Il m'appelle, il me dit, Yvon, je vais quitter le club. Il part à Tours. Avec Giroud. Il retrouve Giroud là-bas. Et j'ai gardé le contact avec lui, je l'ai encore, donc, et son papa. Et puis un jour, Christian Courcuve m'appelle et il me dit Koscielny, t'en penses quoi? Il me dit, je vais le faire jouer arrière droit. Je lui dis non, il fait jouer défenseur central. Et puis, il me dit, ouais, mais j'ai des. Michael Ziani qui jouait défenseur central. Je lui dis, attends, prends-le, tu vas voir, c'est un mec. Il m'a rappelé après, Christian. Et puis il perdait Jalais. C'était une anecdote, quoi. Mais je lui dis, mais attends, mais il a un potentiel exceptionnel. Hein. Et ce qui a fait qu'il soit venu chez nous, c'est l'entourage du club et la façon dont on s'est comporté, dont on a vécu. Le papa, que je garde très régulièrement et que j'ai très régulièrement gardé contact et régulièrement au téléphone. Il vient des fois, il a besoin de discuter des mêmes choses qu'il y a 20 ans, quoi. Et Laurent est parti après à Lorient. Et après, on connaît son histoire, quoi. Je tiens quand même à dire un truc sur Koscielny. Le jour où il est parti à Arsenal, le père m'a appelé. Le matin, il me dit, il n'arrivait jamais à donner mon nom. Il dit, Monsieur Schmich, il y a Arsène Wenger qui vient d'appeler. Qu'est-ce que je dois faire? Et je lui dis, Monsieur Koscielny, c'est Arsenal, quoi. Et le train, il va passer une fois, quoi. Il ne passera pas deux fois. Ouais. Il me dit, mais vous croyez que Laurent, il a le niveau pour jouer à Arsenal? Mais Laurent, il peut jouer. Alors, des fois, t'exagères un peu quand t'es recruteur et quand t'as recruté un joueur. Il faut toujours faire attention à ça, parce qu'il y a le côté affectif. Il faut faire attention, il faut faire la nuance, quoi. Moi, j'ai fait dans l'affectif pour qu'il réussisse. Mais je n'ai pas fait dans l'affectif dans les caractères d'exigence avec eux. Je peux te dire, et je lui dis, mais allez, il faut foncer, quoi. Et il l'avait suivi pendant 6 mois, et je connaissais bien le recruteur d'Arsenal. C'est Damien Comolli à l'époque, qui est aujourd'hui le président de la Juve, et qui m'a appelé après avec Arsène Wenger, tous les deux.
Et je dis, vous avez fait une affaire. Pour moi, c'était le meilleur défenseur central français à l'époque. Bon, la preuve, il a joué en équipe de France. Hein. Et la preuve, il n'a pas changé, quoi. Ça reste un bon mec. Le raté, par contre, dans le recrutement. Un joueur qui était peut-être tout proche de signer et il nous a claqué dans les doigts. Le premier joueur que j'aurais voulu avoir en jeune et qui est venu après au club, c'est Étienne Didot. J'ai voulu l'avoir à 15-16 ans. 16 ans, il était à Paimpol. J'ai tout fait pour l'avoir. Ça n'a pas été possible. Et là, j'étais un peu vert, quoi. Le mec, il habite à 25 km de chez nous. Oui. Et Étienne, on a une relation assez forte, même s'il est parti à Rennes et il est venu ici après. Mais là, ça m'a émis un peu le... Après, au niveau pro, j'ai pas de regrets. Je pense qu'on a toujours fait ce qu'on devait faire. J'ai fait ce que je devais faire pour le club. Et jamais dans un engagement financier, dans un engagement sportif, tu ne peux promettre que ce que tu vas leur donner. Il ne faut pas non plus tromper les gens, quoi. Moi, sur la... J'ai recruté, l'autre jour j'en parlais avec un ami, plus de 30 joueurs qui ont joué en Ligue 1 à Guingamp. Et les 30, bon, j'ai les mêmes considérations pour ceux qui sont venus à Guingamp et qui n'ont pas joué en Ligue 1 ni en Ligue 2. Hein, c'est pareil pour moi. Il y a la réussite, après c'est les joueurs. Hein. Mais je trouve que non, j'ai pas de... Est-ce que par exemple Franck Ribéry, ça reste particulier quand même? Ouais, très particulier. Ouais. Pourquoi? Je pense que... Pourquoi c'est particulier? D'abord, il n'était pas Ribéry qu'on a connu après. Oui. Et on peut aussi, de temps en temps... Mais à l'époque, il avait déjà des qualités assez importantes et exceptionnelles. Mais on avait aussi une équipe qui marchait sur l'eau. Hein. C'est 2002-2003. Ah, c'est 2002-2003. Il est venu là 3 semaines. Parce que Franck... Ouais, c'est judicieux ce que tu me demandes, parce que je vais te dire quelque chose. Il a presque vécu chez moi. Je ne pouvais pas laisser dire non plus. Il venait tous les jours à la maison et tout. Donc, il était tout seul, là. On lui a proposé de signer. On lui a proposé, mais on lui a proposé un contrat amateur. On n'a pas fait le contrat pro. Pas de regret. Non. Malouda, Si. Drogba, Ribéry, pas de regret. On serait toujours en... On serait peut-être en Ligue 1 encore? Non, il serait déjà On parti. serait champion d'Europe depuis On longtemps. serait champion d'Europe. On aurait gagné la Coupe de France. Mais pas en 97, c'était après ça. Mais non, j'ai pas de regret sur Franck, parce que là, moi j'étais adjoint avec Bertrand. Vraiment, il avait des qualités assez... Mais après, il a rien trouvé après. Hein. Il faut quand même savoir qu'il est allé faire des stages à gauche et à droite. Il venait d'Alès. Moi, j'avais une relation particulière avec son entraîneur, qui était l'entraîneur de Dieppe. Il a commencé à Dieppe. Et le gars me dit, bon, il vient gratos, quoi. Mais gratos, ouais, mais après, il voulait un contrat pro, parce qu'il allait se marier l'année suivante et il voulait de l'argent tout de suite, quoi. Et ça, c'est pas la fabrique, hein, ici. Hein. C'est pas l'argent et... Et du coup, il est parti après son stage. Il s'est entraîné Mais avec c'est pas un les pros. regret. Comment? Il s'était entraîné avec les pros. Oh ouais, nous, tu demandes à Didier Drogba ce qu'il pense de Ribéry. Ah. Un jour, espérons-le, il sera là, à ta place. Ouais. En tout cas, Yvon, merci beaucoup. Non, c'est avec grand plaisir. Puis bon, de voir autant de têtes sympathiques, des jeunes têtes en plus, donc ça me rajeunit un peu de fréquenter un monde. Le recrutement, je pourrais en parler, ouais, parce que c'est dur le recrutement. Ouais. Le recrutement, c'est le truc le plus difficile. On a fait des choses qu'on fait plus actuellement, quoi. Francis Mériqui ou Guy Lacombe, tu as un match de samedi, tu rentres à 2h du matin, tu prends la voiture à 4h, tu traverses, tu vas à Paris, tu prends... Guy Lacombe m'avait poussé, je crois, jusqu'en Belgique ou aux Pays-Bas pour Vankeren. Il nous avait raconté ça. Ouais. Et moi, je suis allé un aller-retour en Belgique, un samedi soir, et j'avais retardé le match de l'équipe B, et je travaillais avec Guy Lacombe. Je suis parti un samedi midi, voir un match à Belgique à 20h, rentrer dans la nuit, et j'avais un match à 15h avec l'équipe B. Ouais. Et je suis rentré à 7h du matin, ici. Mais tu te dis, t'es complètement... Mais quand le recrutement, c'est un beau métier aussi.
Un beau métier. Merci en tout cas de l'avoir évoqué avec nous. Yvon Schmitt, une vie guingampaise. C'était donc aujourd'hui sur cette première émission dans le vestiaire sur À la Guingampaise. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir.